Depuis bien avant que le nom de l'Allemagne n'existât en tant que nation unifiée, l'esprit martial prussien avait forgé une tradition qui façonnerait le caractère de ses futurs généraux. La Prusse de Frédéric le Grand transforma l'art de la guerre en une science. Dans ses académies, on cultivait une doctrine où l'ordre, l'obéissance et la précision étaient des vertus sacrées. L'uniforme était un symbole de distinction sociale et le service militaire, une manière de vivre. L'armée prussienne n'était pas un instrument de l'État, c'était l'État lui-même. Pendant les XVIIIe et XIXe siècles, le corps des officiers prussiens se consolida en une aristocratie fermée. Provenant majoritairement de familles nobles rurales, les Junkers, ils considérèrent la guerre comme une extension naturelle du gouvernement. Ils étaient froids, disciplinés et distants du peuple. La stratégie, la planification et la tactique étaient étudiées avec minutie dans des institutions comme la Kriegsakademie de Berlin, berceau d'une élite qui croyait que la valeur et la raison devaient coexister sur le champ de bataille. La victoire prussienne sur l'Autriche en 1866 et sur la France en 1871 confirmèrent cette suprématie. Le général Helmut von Moltke, surnommé l'Ancien, devint le symbole de cet état d'esprit, calcul, mobilité et précision. Sa célèbre phrase « Aucun plan ne survit au contact de l'ennemi » deviendrait le slogan éternel des états-majors allemands. L'unification de l'Empire sous Bismarck consolida l'armée comme colonne vertébrale de la nouvelle Allemagne, avec une structure qui répondait directement au Kaiser, non au Parlement. Cette séparation entre pouvoir civil et militaire marquerait le destin du pays pendant les décennies suivantes. Les futurs généraux de la Seconde Guerre mondiale grandirent dans ce moule. Leurs pères avaient servi sous l'étendard de l'aigle impérial et beaucoup d'entre eux reçurent leur éducation dans des académies qui vénéraient encore les manuels de Moltke et Clausewitz. La pensée militaire était basée sur l'idée de la guerre comme phénomène rationnel, inévitable et noble. La notion de défaite était inconcevable, car la discipline devait s'imposer même à la logique. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata, cette vieille officier se retrouvèrent face à un ennemi qu'ils ne comprenaient pas. La guerre industrielle moderne. Le romantisme du commandement à cheval et des charges héroïques se heurta à l'artillerie, au gaz et aux tranchées. Cependant, l'expérience forgea une nouvelle génération d'officiers, composée de jeunes capitaines et lieutenants qui apprirent des erreurs de leurs supérieurs et comprirent la valeur de la mobilité et de la technologie. Parmi eux figuraient des noms qui, des décennies plus tard, domineraient les champs de bataille d'Europe. Erich von Manstein, Heinz Guderian, Walter Model, Friedrich Paulus et Erwin Rommel, entre autres. La Première Guerre mondiale détruisit l'ancien ordre, mais laissa intact son esprit. Après la défaite de 1918, de nombreux officiers conservèrent la conviction que l'armée n'avait pas été vaincue sur le champ de bataille, mais trahie par les politiciens civils. Cette idée, qui se transforma en un mythe répandu parmi les militaires et les civils, connu sous le nom de « coup de poignard dans le dos », devint une conviction qui alimenta le ressentiment national et prépara le terrain pour une future revanche. Dans les cafés et les associations de vétérans, les vieilles gloires de l'état-major se souvenaient des jours de gloire prussienne et rêvaient de la renaissance du pouvoir militaire. L'armée allemande, encore mutilée par la défaite, demeurait l'héritière directe de cette tradition prussienne. Une institution qui se considérait au-dessus de la politique et qui se voyait comme le gardien de l'esprit national. Ces généraux croyaient que l'obéissance absolue au commandement était la base de la civilisation, même lorsque le commandement se trompait. Ce serment tacite de fidélité à l'État, et non à un leader, allait bientôt être mis à l'épreuve. La fin de l'Empire et l'arrivée de la République de Weimar n'altérèrent pas cet état d'esprit. Dans l'ombre, les académies militaires continuèrent de transmettre les leçons de Moltke et Schlieffen. Les vieilles photographies des défilés impériaux ornaient les bureaux des officiers du Reichswehr. Et tandis que l'Allemagne se débattait dans la pauvreté et l'instabilité, une nouvelle génération de soldats rêvait de récupérer la grandeur perdue. L'orgueil prussien survécut à l'effondrement. Mais maintenant, sans un Kaiser pour les diriger ni un empire à défendre, les généraux allemands se retrouvaient orphelins de cause. L'impact du traité de Versailles et la réduction de l'armée allemande. Le 28 juin 1919, dans la galerie des glaces de Versailles, celle-là même où un demi-siècle auparavant l'Empire allemand avait été proclamé, les représentants d'une Allemagne vaincue signèrent un document qui scella leur humiliation.
Le traité de Versailles ne se contenta pas de démanteler son territoire et son économie. Il s'attaqua directement au cœur de son orgueil, l'armée. La Reichswehr, successeur de l'ancienne armée impériale, fut limitée à 100 000 hommes. Elle reçut des restrictions sévères, telles que l'interdiction catégorique de posséder de l'artillerie lourde, des chars, de l'aviation, des sous-marins et surtout un état-major général considéré par les Alliés comme le cerveau de la machine de guerre prussienne. L'Allemagne, vaincue et humiliée, fut condamnée à devenir une nation désarmée et surveillée par les vainqueurs. Pour la vieille officier, cela fut un coup moral dévastateur. Des officiers de carrière avec des décennies de service furent contraints de se retirer, et ceux qui restèrent se virent obligés de commander des unités squelettiques dans un pays fragmenté par la misère. L'humiliation était publique. Chaque défilé, chaque uniforme, chaque insigne devait être autorisé par les puissances victorieuses. L'armée, qui pendant des siècles avait incarné l'esprit national, était désormais un corps sans âme. Cependant, sous cette surface d'obéissance formelle, survivait la tradition prussienne. Les nouveaux chefs du Reichswehr, comme Hans von Seeckt, ancien chef d'état-major du 11e armée sur le front oriental, comprirent que, bien qu'ils ne pussent défier ouvertement le traité, ils pouvaient se préparer pour l'avenir. Von Seeckt réorganisa l'armée en une force professionnelle, sélective et hautement disciplinée. Sa devise était claire. Il ne faut pas un grand armée, mais un armée de qualité. Aux jeunes officiers, on inculqua une nouvelle doctrine. Mobilité, initiative et pensée indépendante. En secret, des écoles de guerre furent maintenues, des manœuvres dissimulées et des études sur l'utilisation combinée de l'infanterie, des blindés et de l'aviation, bien que l'Allemagne ne possédât encore aucun de ces moyens. Dans les académies, l'ancien esprit de Moltke et Clausewitz demeurait vivant. Les manuels interdits circulaient discrètement parmi les officiers et les jeux de guerre devinrent le refuge intellectuel de ceux qui rêvaient de la revanche. En même temps, la Reichswehr commença à tisser des accords secrets avec l'Union soviétique, un autre paria du système international. Dans des bases russes comme Kazan ou Lipetsk, des pilotes et techniciens allemands s'entraînaient et expérimentaient avec des tanks et des avions loin du regard allié. Cette collaboration germano-soviétique, improbable et clandestine, permit à une nouvelle génération de stratèges de développer des idées révolutionnaires sur la guerre mobile et le commandement flexible. De là surgiraient des noms comme Heinz Guderian, qui plus tard façonneraient la Blitzkrieg. Mais pendant que les officiers préparaient en silence la renaissance militaire, la République de Weimar se saignait à blanc. Des coups d'État ratés, l'hyperinflation et des conflits internes alimentaient la sensation de chaos. Dans ce contexte, l'armée se dressa comme le dernier bastion de l'ordre. Les généraux se considéraient comme les gardiens de l'Allemagne contre l'anarchie et le bolchevisme, mais ils méprisaient la démocratie qui les contrôlait. Le serment de fidélité à l'État fut remplacé, petit à petit, par une loyauté envers l'idéal abstrait de la patrie. Le nationalisme devint une religion et la revanche, un destin. Le souvenir du front occidental et l'humiliation de Versailles forgèrent une mentalité collective. L'Allemagne devait redevenir crainte. Les jeunes cadets, formés dans l'austérité et le ressentiment, grandirent convaincus que leur mission était de restaurer la grandeur perdue. Pour beaucoup d'entre eux, la politique était un obstacle, pas un chemin. Cependant, certains commencèrent à se tourner vers un homme politique qui, avec des paroles incendiaires et des promesses de vengeance, parlait le même langage d'honneur et de discipline. Adolf Hitler. Dans les cercles des officiers, le nom de l'ex-caporal bavarois suscitait la méfiance, mais son discours s'accordait parfaitement avec l'orgueil blessé de l'armée. Il promettait d'annuler Versailles, de récupérer les frontières perdues et de rendre à l'Allemagne sa puissance militaire. La vieille garde, qui avait juré de ne pas se mêler de politique, commença à l'écouter avec prudence. Ils ne savèrent pas qu'en faisant cela, ils ouvraient la porte à un dirigeant qui les soumettrait comme jamais aucun empereur ne l'avait fait. L'arrivée de Hitler au pouvoir et la reconstruction de l'armée. Lorsque Adolf Hitler devint chancelier le 30 janvier 1933, l'armée allemande conservait encore la réserve sobre de la vieille tradition prussienne. Il l'observait avec méfiance, un agitateur politique sans formation militaire qui avait servi à peine comme caporal durant la Grande Guerre. Pour les hauts commandants, comme le général Kurt von Hammerstein-Equord, commandant en chef de la Reichswehr, cet homme était un intrus. Mais il représentait aussi quelque chose que le corps des officiers avait perdu depuis longtemps, une foi aveugle en le renouveau allemand.
Dès son arrivée au pouvoir, Hitler comprit que la force armée était la colonne vertébrale de l'État qu'il voulait construire. Pour dominer l'Allemagne, il devait se gagner les généraux. La stratégie fut méticuleuse. D'abord, il les séduisit avec des promesses d'expansion et de réarmement, puis il les piégeait avec un serment. En mars 1935, l'Allemagne annonça officiellement la réintroduction du service militaire obligatoire et la création de la Wehrmacht, brisant ouvertement les restrictions du traité de Versailles. Personne n'osa intervenir. Les puissances européennes protestèrent faiblement, tandis qu'Hitler gagnait le soutien massif de la population. La Wehrmacht passa de 100 000 à plus de 500 000 hommes en quelques mois, et des divisions blindées, aériennes et navales furent formées. L'industrie allemande se mit au service de la guerre à venir. Les vieux officiers, éduqués dans la discipline et l'obéissance, acceptèrent le changement avec un mélange de soulagement et de méfiance. Beaucoup d'entre eux, comme Werner von Blomberg qui officiait comme ministre de la guerre et Walter von Reichenau, virent en Hitler un homme politique qui comprenait enfin la nécessité de restaurer la grandeur militaire. Mais d'autres, comme Hammerstein Eckword ou Ludwig Beck, perçurent avec inquiétude que le nouveau chancelier cherchait quelque chose de plus que le pouvoir militaire. Il voulait un contrôle absolu. En 1934, après la nuit des couteaux longs, quand sous les ordres du Führer, les SS assassinèrent plus de 85 traîtres et opposants, Hitler montra sa détermination. Lors d'une purge interne, il ordonna l'assassinat d'Ernst Röhm et d'autres dirigeants des SA, la milice qui menaçait l'autorité de l'armée régulière. Ce massacre envoya un message sans équivoque. Le Führer protégeait l'honneur de l'armée, mais exigeait une soumission totale en retour. Quelques jours plus tard, les généraux restants applaudirent son action. Peu après, à la mort du président Hindenburg, Hitler unifia les fonctions de chancelier et de chef de l'État. Alors, le serment traditionnel de fidélité à la Constitution fut remplacé par un nouveau, dans lequel on jurait obéissance inconditionnelle au Führer Adolf Hitler et la volonté de donner sa vie pour ce serment, faisant du leader le centre de la fidélité militaire de la nouvelle Allemagne. Par ces mots, la Wehrmacht cessa d'être une institution de l'État pour devenir l'instrument personnel du dictateur. Le processus de reconstruction militaire fut aussi rapide que méthodique. De nouvelles académies furent créées, les écoles de guerre rouvertes et de jeunes officiers nommés à des postes clés. L'état-major, interdit par Versailles, fut restauré sous le nom de Truppenamt. Des officiers comme Heinz Guderian, Erich von Manstein et Fedor von Bock commencèrent à développer des théories sur la guerre mécanisée et la coordination entre les tanks, l'artillerie et l'aviation. Sur les aérodromes, la Luftwaffe naissante, dirigée par Hermann Göring, un célèbre pilote décoré durant la Première Guerre mondiale, formait des pilotes en secret depuis des années grâce aux accords clandestins avec l'Union des républiques socialistes soviétiques. Dans les chantiers navals de la Baltique, la marine, la Kriegsmarine, renaissait sous la direction de l'amiral Erich Raeder avec la promesse de défier un jour la puissance britannique. En quelques années, l'Allemagne redevint une puissance armée. Les nouvelles divisions défilaient dans les avenues de Berlin sous des étendards noirs et rouges. La vieille noblesse prussienne, fière de son héritage, vit la Wehrmacht se remplir de symboles nazis et de discours idéologiques. L'uniforme, autrefois emblème de tradition, devint un instrument de propagande. Les jeunes cadets ne juraient plus fidélité à l'État allemand ni à son histoire, mais à un homme. L'armée avait été ressuscitée, mais son esprit avait changé à jamais. Certains généraux percevaient le piège trop tard. Beck, chef d'état-major général, avertit en 1938 que l'ambition de Hitler conduirait à une guerre prématurée. D'autres, comme Blomberg et Fritsch, furent écartés à la suite de soi-disant scandales personnels dans une manœuvre politique du Führer pour consolider sa domination sur la Wehrmacht. Après leur destitution, Hitler assuma personnellement le commandement suprême des forces armées. Pour la première fois dans l'histoire allemande, un homme politique sans formation militaire devenait le commandant absolu de son armée. L'obéissance prussienne s'était transformée en culte, et bien que certains officiers gardassent encore des réserves, la plupart choisirent le silence, convaincus que la grandeur nationale justifiait tout. Le nouvelle armée du Reich était prête, disciplinée et loyale, attendant seulement un ordre pour mettre à l'épreuve ses théories. Cet ordre viendrait bientôt. L'émergence de la Blitzkrieg et les nouveaux stratèges.
Dans les années précédant l'éclatement de la guerre, tandis que l'Europe tentait de se convaincre que la paix pouvait être maintenue par des traités et des concessions, à l'intérieur de l'Allemagne, un groupe de jeunes officiers préparait en silence une révolution militaire. À l'origine, ils l'appelèrent Bewegungskrieg, c'est-à-dire guerre de mouvement, en référence à une avancée persistante qui ne s'arrêtait pas pour des raisons logistiques, bien que plus tard, le monde la connaîtrait sous un autre nom, Blitzkrieg, la guerre éclair. C'était une manière complètement nouvelle de concevoir le combat, rapide, coordonné, technologiquement moderne et psychologiquement dévastatrice. Le père intellectuel de cette doctrine fut Heinz Guderian, un officier formé dans la tradition prussienne mais fasciné par la vitesse et la technologie. Influencé par les études britanniques de J.F.C. Fuller et par les expériences de la Première Guerre mondiale, Guderian comprit que la guerre de demain ne serait pas décidée par le nombre d'hommes, mais par la mobilité. Dans ses écrits, en particulier dans Achtung Panzer ou Attention Panzer de 1937, il exposa l'idée d'une armée mécanisée capable de briser les lignes ennemies grâce à des colonnes blindées soutenues par l'aviation tactique et des communications radio. L'objectif n'était pas de détruire l'ennemi physiquement, mais de le désorganiser avant qu'il ne puisse réagir. Hitler, qui ne comprenait pas totalement les détails techniques, fut captivé par la vision de Guderian. Il voyait dans la Blitzkrieg l'incarnation de sa propre pensée politique. Mouvement, surprise, audace et volonté. Sous son approbation directe, le haut commandement entama la création de divisions Panzer, chacune équipée de tanks légers, d'infanterie motorisée, d'artillerie mobile et de liaisons aériennes. La vieille doctrine de la guerre de position devenait obsolète. L'armée nouvelle nécessitait un type de général différent. Des officiers comme Erwin Rommel, Erich von Manstein et Walter Model représentaient une génération pragmatique, moins aristocratique et plus technique. Rommel, qui s'était distingué pendant la Grande Guerre par son initiative et son audace, croyait que la victoire dépendait de la vitesse et du moral. « Le temps, c'est du sang », répétait souvent Manstein, qui apporta l'intellect stratégique. Son esprit analytique transformait les principes de Guderian en plans concrets, concentrer la force à un point, pénétrer les lignes ennemies et avancer sans relâche jusqu'au cœur du système logistique adverse. Model, plus dur et méthodique, devint un expert de la défense mobile, un complément nécessaire à l'offensive. En 1938, lorsque la Wehrmacht occupa l'Autriche sans tirer un seul coup de feu pendant l'Anschluss, de nombreux officiers constatèrent l'efficacité du nouveau dispositif militaire. La logistique, la coordination et l'effet psychologique sur l'ennemi montraient que la théorie fonctionnait même sans combat. Un an plus tard, l'annexion des Sudètes et l'occupation de la Tchécoslovaquie mirent à l'épreuve la capacité de mobilisation allemande. Les généraux les plus proches d'Hitler, comme Wilhelm Keitel et Alfred Jodl, transformèrent le haut commandement en une machine bureaucratique subordonnée à la volonté du Führer. Pendant ce temps, les stratèges sur le terrain affinaient les rouages de la guerre éclair. L'armée allemande se modernisa avec une efficacité stupéfiante. En 1939, elle comptait 2700 tanks, 1200 avions de chasse et une structure de commandement qui combinait précision prussienne et flexibilité tactique. Chaque division Panzer avait des radios dans tous ses véhicules, ce qui permettait une communication instantanée entre les unités. La Luftwaffe, sous le commandement du général Albert Kesselring et du maréchal Hugo Sperl, s'entraînait à coordonner des attaques aériennes avec les colonnes terrestres. C'était une machine qui dépendait non seulement de la technologie, mais aussi du leadership. Les nouveaux généraux comprenaient qu'ils devaient décider rapidement, prendre des risques et faire confiance à l'initiative de leurs subordonnés. Cette philosophie, appelée Auftragstaktik ou commandement par mission, était un héritage direct de la pensée prussienne, mais élevé à une dimension moderne. La Blitzkrieg n'était pas seulement une tactique, c'était une mentalité. Elle se fondait sur le Schwerpunkt, le point d'effort décisif, et sur l'idée que l'offensive devait être maintenue en permanence, même si la situation était incertaine. « Il n'y a pas de victoire sans risque », écrivait Guderian. Les vieux maréchaux, éduqués dans la rigidité des guerres passées, regardaient avec une certaine méfiance ces innovateurs. Mais Hitler, enthousiasmé par les défilés de tanks et les démonstrations aériennes, paria tout sur leur doctrine. Dans les quartiers généraux de Zossen, les plans de la première grande épreuve étaient en préparation.
L'objectif était la conquête totale de la Pologne. Le commandement allemand avait confiance que la Blitzkrieg prouverait au monde que l'Allemagne était ressuscitée, non seulement comme puissance militaire, mais aussi comme le créateur d'une nouvelle manière de faire la guerre. Pour Guderian, Rommel et les autres, ce serait le moment de transformer la théorie en réalité. Le 1er septembre 1939, lorsque les tanks franchirent la frontière polonaise et que les Stuka descendirent sur Varsovie, la guerre éclair commença. Le résultat dépasserait toutes les attentes et marquerait le début d'une domination militaire sans précédent. L'invasion de la Pologne, 1939, les débuts de la nouvelle machine militaire. L'aube du 1er septembre 1939 marqua la fin d'une ère. Sans déclaration formelle de guerre, les divisions allemandes traversèrent la frontière polonaise au rythme assourdissant des moteurs et du sifflement des Stuka. La guerre éclair avait commencé. En quelques heures, la Blitzkrieg passa de la théorie à un spectacle de destruction. Les colonnes Panzer avançaient à travers les champs de Silésie et de Prusse orientale, tandis que la Luftwaffe balayait le ciel, anéantissant une aviation polonaise dépassée et désorganisée. L'invasion fut le laboratoire des nouveaux généraux. Fedor von Bock, commandant du Heeresgruppe Nord, devait avancer depuis la Prusse orientale vers Varsovie, tandis que Gerd von Rundstedt, à la tête du Heeresgruppe Sud, attaquait depuis la Silésie vers le Vistule. Entre les deux, comme une lance de fer, se déployaient les divisions de Heinz Guderian, Hermann Ott et Erich Höppner, qui allaient démontrer au monde l'efficacité de la guerre mécanisée. Les tanks Panzer I et II, modèles relativement primitifs, légers et à peine blindés, n'étaient pas des machines invincibles, mais leur force résidait dans la coordination. Guderian, qui dirigeait le 19e corps d'armée, maintenait un contact constant avec ses unités par radio. Depuis son véhicule de commandement, il dirigeait les mouvements en temps réel, une méthode révolutionnaire face aux ordres écrits et lents du passé. La clé n'est pas la force de l'acier, mais la vitesse de l'esprit, disait-il. Les routes polonaises se remplirent de véhicules mécanisés, tandis que la Luftwaffe menait des attaques chirurgicales contre les concentrations de troupes, les gares et les colonnes en retraite. En à peine une semaine, l'armée polonaise, encore dépendante de la cavalerie et de l'artillerie tractée, était débordée. La précision de l'avance allemande semblait impossible à arrêter. Là où les tanks pénétraient, les communications ennemies s'effondraient. La Blitzkrieg ne se contentait pas de détruire l'adversaire, elle le désorientait, le confondait et semait la panique dans ses rangs. Le général Rundstedt, vétéran de la Première Guerre mondiale, s'adapta avec une étonnante rapidité à la nouvelle doctrine. Il dirigeait l'avancée avec calme et autorité, faisant confiance à ses jeunes subordonnés. Son style de commandement, sobre et presque aristocratique, contrastait avec le dynamisme de Guderian, qui avançait avec une impatience électrique. Lorsque Hitler visita le front, le contraste entre les deux reflétait le nouvel équilibre de pouvoir au sein de la Wehrmacht, la tradition prussienne cédant face à l'audace moderne. Le 8 septembre, les avant-gardes de Guderian atteignirent les faubourgs de Varsovie. Pendant ce temps, le 15e corps d'armée de Walter von Reichenau avançait vers Lodz, et le général Johannes Blaskowitz se distinguait par son organisation impeccable et son traitement discipliné de la population civile, ce qui allait bientôt le mettre en conflit avec le régime nazi. Au nord, les forces de von Bock resserraient l'étau depuis la Prusse orientale. La campagne se transforma en une danse de précision militaire. Le 17 septembre, un coup politique inattendu scella le destin de la Pologne. L'Union soviétique, conformément au pacte secret Molotov-Ribbentrop, envahit depuis l'Est. La Pologne se retrouva coincée entre deux puissances implacables. Les derniers foyers de résistance furent anéantis par la coordination germano-soviétique. Le 27 septembre, Varsovie se rendit. En moins de 4 semaines, un pays entier avait été conquis. Pour les généraux allemands, ce fut une victoire sans précédent. La Blitzkrieg avait fonctionné avec une efficacité mathématique. Hitler, extasié, félicita personnellement ses commandants et ordonna un défilé triomphal à Berlin. Depuis les balcons de la chancellerie, le Führer regarda défiler les colonnes de tanks, croyant avoir trouvé dans la Wehrmacht son instrument parfait. La relation entre le pouvoir politique et militaire atteignit son apogée, bien que la méfiance ne disparût jamais. Cependant, l'invasion de la Pologne laissa aussi des ombres. De nombreux officiers, en particulier les plus âgés, furent perturbés par la brutalité des SS et de la Gestapo,
qui suivirent les troupes pour exécuter des intellectuels, des juifs et des opposants. Des généraux comme Blaskowitz élevèrent des protestations formelles contre les atrocités, mais ils furent réduits au silence. L'armée, qui se considérait porteuse de l'honneur allemand, commença à cohabiter avec le crime. Malgré ces tensions morales, la machine militaire se préparait à un défi plus grand. Hitler, convaincu de l'invincibilité allemande, ordonna immédiatement la planification d'une offensive à l'ouest. Les généraux vétérans du haut commandement se montrèrent prudents. Attaquer la France signifiait répéter l'erreur de 1914. Mais les innovateurs comme Guderian, Manstein et Rommel y virent l'opportunité de démontrer que la Blitzkrieg n'était pas une expérience passagère, mais l'avenir de la guerre. Sur les cartes de l'état-major, une manœuvre impossible commença à se dessiner. Traverser la forêt des Ardennes, considérée comme impraticable pour les tanks, et frapper le cœur de la France là où personne ne l'attendait. C'était un pari qui définirait la réputation de toute une génération de généraux. La campagne de France, 1940, la victoire éclaire à l'ouest. Le 10 mai 1940, les cieux de l'Europe furent remplis du rugissement des moteurs allemands. Sans déclaration formelle, l'Allemagne lança son offensive contre les Pays-Bas, la Belgique et la France. En quelques heures, la Blitzkrieg se déchaîna à nouveau, cette fois sur le front occidental. Mais derrière cette offensive, plus que le génie de Hitler, il y avait l'audace d'un groupe de généraux qui défièrent les conventions militaires de leur époque. La stratégie initiale, alors connue sous le nom de Plan jaune ou Fallgelb, avait été élaborée par le général Erich von Manstein, alors subordonné à l'état-major de von Rundstedt. Son idée était simple et géniale. Tandis que les forces alliées s'attendaient à une répétition de l'offensive de 1914, l'Allemagne devait attaquer à travers la forêt des Ardennes, un terrain que les Français considéraient comme impénétrable pour les tanks. Le coup devait être rapide, concentré et dévastateur, dirigé vers le cœur logistique de l'ennemi. Le plan fut approuvé par Hitler après un accident providentiel. Un officier allemand qui transportait la version antérieure du plan tomba prisonnier en Belgique, obligeant le haut commandement à improviser une nouvelle stratégie. Cette improvisation donna à Manstein l'opportunité d'imposer sa vision. Le groupe d'armée A, commandé par Gerd von Rundstedt, avancerait à travers les Ardennes avec 7 divisions Panzer. En tête, les noms de Heinz Guderian, Erwin Rommel, Hermann Ott et Ewald von Kleist symbolisaient la nouvelle doctrine de guerre. Chacun d'entre eux commandait des divisions mécanisées qui devaient traverser les forêts, franchir la rivière Meuse et tourner vers le nord pour encercler les forces alliées en Belgique. Le 12 mai, les unités de Guderian atteignirent la Meuse à Sedan. Pendant la nuit, sous un feu constant, les ingénieurs construisirent des ponts improvisés. Au matin du 13, les tanks allemands traversèrent la rivière et établirent une tête de pont. La Luftwaffe, avec plus de 1000 appareils, lança un bombardement dévastateur sur les positions françaises. En moins de 48 heures, la ligne défensive s'effondra. Guderian, ignorant les ordres de s'arrêter, avança avec une agressivité qui stupéfia même ses supérieurs. Ses panzers parcoururent plus de 100 km en 3 jours, désorganisant complètement l'ennemi. Pendant ce temps, au nord, Rommel commandait la 7e division Panzer, surnommée plus tard la division Fantôme, en raison de sa vitesse. En à peine une semaine, ses troupes traversèrent la Meuse, battirent les Français à Avesnes et continuèrent vers le canal. Rommel dirigeait depuis le front, monté dans son véhicule de commandement, communiquant par radio et prenant des décisions sur le terrain. Son audace frôlait l'imprudence. Lorsque ses supérieurs lui ordonnèrent de stopper l'avancée, il était déjà 40 km devant la ligne prévue. « La guerre, disait souvent Rommel, favorise les audacieux. » Le succès fut si rapide que même le haut commandement allemand commença à craindre un effondrement logistique. Hitler, incapable de suivre le rythme de ses généraux, ordonna des pauses pour sécuriser les lignes, mais ses ordres furent ignorés. Les Alliés, confiants dans l'inviolabilité supposée des Ardennes, se retrouvèrent piégés. À la fin mai, les forces britanniques et françaises étaient encerclées à Dunkerque. L'encerclement de Dunkerque fut l'un des épisodes les plus discutés de toute la guerre. Les troupes de Guderian et Rommel avaient atteint le canal, coupant la retraite alliée. Cependant, le 20 mai, Hitler ordonna d'arrêter l'avancée des tanks pour permettre à la Luftwaffe de détruire les forces ennemies depuis les airs.
Cet ordre d'arrêt, connu sous le nom du fameux Altbefehl, permit à plus de 330 000 soldats britanniques et français de s'échapper vers l'Angleterre. De nombreux généraux ne lui pardonnèrent jamais, pourtant le résultat global fut écrasant. En 6 semaines, l'armée française, considérée comme l'une des plus puissantes du monde, fut battue. Paris tomba le 14 juin 1940. Le maréchal Philippe Pétain demanda l'armistice. La France fut divisée. Le nord occupé par l'Allemagne, le sud sous le régime collaborationniste de Vichy. Hitler, dans un geste théâtral, fit signer la reddition française dans le même wagon ferroviaire de Compiègne où l'Allemagne avait capitulé en 1918. Pour les généraux de la Wehrmacht, cela représenta la fermeture symbolique d'une blessure nationale. Les noms de Guderian, Rommel et Manstein devinrent synonymes de génie tactique. La Blitzkrieg avait atteint son apogée. Les caméras de propagande montraient Hitler saluant ses maréchaux sur les Champs-Élysées, tandis que dans le reste de l'Europe, l'étonnement régnait. L'armée allemande, qui 2 décennies plus tôt avait été réduite à 100 000 hommes, dominait désormais le continent. Mais parmi les généraux les plus lucides, l'euphorie se mêlait à l'inquiétude. Manstein avertit que Hitler commençait à se croire stratège suprême, et Guderian, bien qu'admiré pour son audace, comprit que l'indépendance opérationnelle du commandement était en train de disparaître. La Wehrmacht avait gagné plus qu'elle ne pouvait contrôler, et son chef politique commençait à se méfier du talent de ses propres généraux. En Afrique, une nouvelle campagne était en gestation. Hitler avait besoin d'un front où maintenir vivante la gloire de la guerre éclair et détourner l'attention de l'impasse face à l'Angleterre. Pour cela, il ferait appel à l'un de ses généraux les plus charismatiques, Erwin Rommel. L'ascension d'Erwin Rommel et la guerre en Afrique du Nord, 1941 à 1943. Le désert du nord de l'Afrique s'étendait comme un océan de sable sous le soleil implacable. Là, où la chaleur et la poussière étaient aussi mortelles que les balles, l'armée allemande trouverait son commandant le plus charismatique, Erwin Rommel, le renard du désert. Rommel avait gagné en notoriété lors de la campagne de France à la tête de la 7e division Panzer, dont la vitesse et l'agressivité avaient étonné les alliés et les ennemis. Hitler l'admirait profondément. Il ne venait pas de l'aristocratie prussienne, mais d'une famille de la classe moyenne. Son ascension était due à son mérite et non à son ascendance. En 1941, après la défaite italienne face aux Britanniques en Libye, Hitler décida d'envoyer un corps expéditionnaire pour stabiliser le front. Le Deutsches Afrika Korps, sous le commandement de Rommel. Dès son arrivée à Tripoli en février 1941, Rommel comprit que la survie dépendait de l'audace. Ignorant les ordres de maintenir une posture défensive, il lança immédiatement une offensive. En quelques semaines, il reconquit la Cyrénaïque et repoussa les Britanniques jusqu'à Tobrouk, stupéfiant même ses propres supérieurs. Pour Rommel, la guerre n'était pas gagnée par les généraux qui attendaient seulement des ordres, mais par ceux qui pouvaient voir et exploiter les opportunités. Le style de commandement de Rommel contrastait avec celui de la plupart des généraux allemands. Il dirigeait depuis le front, observant les batailles avec des jumelles depuis son véhicule ouvert, sans se soucier de la sécurité. Ses décisions étaient rapides, presque instinctives, et son énergie semblait inépuisable. La combinaison de ses compétences tactiques, de son courage personnel et de son approche humaine envers ses soldats fit de lui une figure légendaire. Le désert, cependant, était un ennemi imprévisible. Les lignes d'approvisionnement étaient longues et vulnérables, et l'Africa Korps dépendait du transport maritime depuis l'Italie. Malgré cela, Rommel compensait le manque de ressources par sa mobilité et ses tromperies. Il utilisait des tanks factices, des manœuvres d'encerclement et des attaques nocturnes qui trompèrent l'ennemi. En face, les Britanniques comptaient sur des commandants de renom comme Claude Auchinleck, Neil Ritchie et, plus tard, Bernard Montgomery. Mais aucun d'entre eux ne parvint à anticiper complètement son génie tactique durant les premières années. En 1942, Rommel atteignit son apogée avec l'offensive vers l'Égypte. Le 26 juin, lors de la bataille de Gazala, il réalisa l'un des mouvements les plus brillants de toute la guerre. Une manœuvre audacieuse qui détruisit les lignes alliées et força les Britanniques à évacuer Tobrouk. La victoire fut totale. Hitler le promut maréchal le plus jeune de l'Allemagne et l'appela personnellement pour le féliciter.
L'Afrika Korps marcha vers l'est jusqu'à atteindre les portes d'El Alamein, à seulement 100 km d'Alexandrie. Le mythe du renard du désert était à son apogée, mais l'équilibre commença à se briser. L'effort logistique devint insoutenable et le manque de carburant paralysa l'offensive. Montgomery, commandant le 8e armée britannique, réorganisa ses forces et profita de l'avantage numérique. Le 23 octobre 1942, lors de la deuxième bataille d'El Alamein, le désert s'illumina de milliers de canons. Pendant 11 jours, les Britanniques pressèrent sans relâche. Rommel résista avec une maîtrise tactique, mais ses troupes étaient épuisées. Lorsqu'il ordonna la retraite, Hitler lui envoya un message inflexible. Pas un pas en arrière. Rommel comprit alors ce que beaucoup de ses collègues savaient déjà. Le Führer ne comprenait pas la guerre moderne. Pourtant, il désobéit discrètement et sauva ce qui restait de son armée, évitant l'anéantissement total. L'Afrika Korps, sans renfort et encerclé par les forces alliées qui avaient débarqué au Maroc et en Algérie lors de l'opération Torch, se retira vers la Tunisie. En mai 1943, après 2 ans de combat, les dernières troupes allemandes en Afrique se rendirent. Rommel ne vit pas la fin. Malade et désillusionné, il avait été rappelé en Allemagne quelques semaines plus tôt. Hitler lui attribua une nouvelle mission: superviser la défense de l'Europe occidentale face à une future invasion alliée. Bien que son prestige restât intact, la guerre avait changé. Le romantisme du commandant chevaleresque était désormais enterré sous la brutalité du conflit mondial. Dans les champs d'Afrique, les officiers alliés reconnaissaient son génie avec respect. Montgomery, son plus tenace rival, déclara après: « Rommel était un ennemi digne, courageux et honorable. Au milieu de l'horreur, il avait conservé une éthique militaire qui le distinguait du régime auquel il servait. » L'échec en Afrique marqua le début d'un changement profond au sein de la Wehrmacht. Pour la première fois, les généraux commencèrent à remettre en question ouvertement la direction stratégique de Hitler. Le mythe de l'infaillibilité du Führer se fissurait et le front oriental, où des millions d'hommes combattaient contre l'Union soviétique, allait devenir le théâtre où ces tensions éclateraient. Opération Barbarossa, 1941, l'invasion de l'Union soviétique. Le 22 juin 1941, à l'aube, le silence des steppes soviétiques fut brisé par le rugissement simultané de milliers de canons. Sans déclaration de guerre, l'Allemagne lança l'opération Barbarossa, la plus grande invasion terrestre de l'histoire. Plus de 3 millions de soldats, regroupés en 3 groupes d'armées, traversèrent une ligne de plus de 2000 km depuis la mer Baltique jusqu'à la mer Noire. Sur les cartes du haut commandement allemand, le colosse soviétique devait tomber en quelques semaines. Le plan était l'œuvre du général Franz Halder, chef d'état-major de l'armée, et du maréchal Wilhelm Keitel, chef de l'office du haut commandement. Leur objectif était clair: détruire l'armée rouge lors de batailles rapides avant qu'elle ne puisse se replier à l'intérieur du pays. Le groupe d'armée nord, sous le commandement de Wilhelm von Lieb, devait avancer vers Leningrad. Le groupe d'armée centre, dirigé par Fedor von Bock, marcherait vers Moscou. Et le groupe d'armée sud, commandé par Gerd von Rundstedt, attaquerait l'Ukraine. La Wehrmacht comptait répéter le succès de la Pologne et de la France. Mais la taille du territoire, la résistance soviétique et le manque de prévoyance logistique transformèrent l'offensive en une entreprise colossale. Les premiers jours furent un tourbillon de victoires. Dans les forêts de Biélorussie, les généraux Hoth, Guderian et Eupner encerclèrent des armées soviétiques géantes à Minsk et Smolensk, capturant des centaines de milliers de prisonniers. Au nord, Lieb avançait vers Leningrad avec une précision méthodique, tandis que Rundstedt et son subordonné Ewald von Kleist s'emparaient de Kiev après l'une des plus grandes opérations de siège de la guerre. Le dispositif militaire allemand semblait imparable. Les colonnes de tanks s'étendaient à travers les steppes, les formations aériennes dominèrent le ciel et les divisions soviétiques se désintégraient. En août, Hitler annonça que la campagne était pratiquement gagnée. Cependant, les généraux commencèrent à détecter des signes inquiétants. Les distances étaient immenses, les chemins impraticables et les lignes d'approvisionnement s'allongeaient dangereusement. Le conflit entre la logique militaire et la volonté politique émergea avec force. Halder et Bock insistaient pour avancer directement sur Moscou, le centre politique et logistique de l'ennemi. Hitler, obsédé par les ressources du Sud, ordonna de détourner les forces vers l'Ukraine.
La pause stratégique résultante permit à l'armée rouge de se réorganiser et de renforcer la défense de la capitale. Pourtant, les victoires se poursuivaient. En septembre, les troupes de Rundstedt capturèrent Kiev, prenant près de 700 000 prisonniers. C'était l'une des plus grandes victoires tactiques de l'histoire, mais aussi un piège. La résistance soviétique ne se brisa pas, elle se multiplia. À mesure que le front s'étendait, les généraux comprirent que la guerre ne se déciderait pas par la vitesse, mais par la résistance. En octobre, l'offensive finale vers Moscou commença, l'opération Typhon. Les colonnes panzer de Guderian et Hoth avancèrent avec le dernier élan avant l'hiver. Aux portes de la capitale, les Allemands purent voir les coupoles du Kremlin à travers la neige. Mais le froid, le manque de fournitures et l'arrivée des troupes sibériennes sous le commandement de Georgi Zhukov arrêtèrent l'offensive. Le 5 décembre 1941, l'armée rouge lança une contre-offensive massive. Les Allemands, épuisés, furent obligés de reculer. La Blitzkrieg avait échoué. Ce qui devait être une campagne de 3 mois se transforma en une guerre d'anéantissement. Les pertes furent colossales. Des centaines de milliers d'hommes tués ou blessés, des milliers de tanks et d'avions détruits. Dans les quartiers généraux du front, les généraux allemands comprirent qu'ils avaient sous-estimé l'ennemi. À mesure que l'hiver couvrait les steppes, la relation entre Hitler et son corps d'officiers se détériorait. Bock, Leb et Rundstedt furent relevés un après l'autre pour manque d'agressivité. À leur place, le Führer commença à imposer des commandants plus soumis, comme Walter Model, connu pour sa dureté et sa loyauté. La Wehrmacht, autrefois symbole de précision et d'autonomie, devenait lentement un outil au service de l'obstination personnelle d'Hitler. L'échec devant Moscou ne marqua pas seulement le tournant de la guerre, mais aussi le début du conflit entre le commandement politique et militaire. Les généraux ne se battaient plus seulement contre l'ennemi, mais contre la volonté du Führer lui-même. Et tandis que le front oriental se gelait au sud du fleuve Volga, commençait à se former la plus grande tragédie de l'armée allemande, Stalingrad. L'encerclement et la chute de Stalingrad, 1942 à 1943. L'été 1942, Hitler était déterminé à corriger ce qu'il considérait comme la seule erreur de la campagne précédente, ne pas avoir atteint les ressources du sud soviétique. La nouvelle offensive, baptisée Opération Bleue, devait conquérir les champs pétroliers du Caucase et assurer le contrôle du Volga. Dans son esprit, la guerre se déciderait non pas par le territoire, mais par le carburant. Mais sur la carte du haut commandement, il y avait un point qui acquit une valeur symbolique démesurée, Stalingrad, la ville portant le nom de son ennemi. Le 6e armée, sous le commandement du général Friedrich Paulus, fut désigné pour la prendre. Paulus était un officier méticuleux, discipliné et de formation impeccable. Il avait été adjoint de Halder au quartier général et était connu pour son caractère réservé et son obéissance absolue. Pour Hitler, il représentait le modèle du soldat prussien qui ne remettrait jamais en question un ordre. Dans les premiers mois, l'offensive avançait vigoureusement. Les troupes de Hermann Hoth et Ewald von Kleist traversèrent le Don et repoussèrent les soviétiques jusqu'au Volga. La Luftwaffe, commandée par Wolfram von Richthofen, réduisit Stalingrad en ruine. En août, les bombardements incendièrent des quartiers entiers. La ville devint un labyrinthe de décombres, idéal pour la défense au corps à corps. Ce qui suivit fut l'une des batailles les plus féroces de l'histoire. L'armée rouge, sous le commandement de Vassili Tchoukov, transforma chaque bâtiment, sous-sol et usine en forteresse. Les combats se déroulaient mètre par mètre, pièce par pièce. Les tireurs d'élite soviétiques, dont le célèbre Vassili Zaïtsev, harcelaient sans relâche les Allemands. Dans cet enfer urbain, les avantages de la Blitzkrieg disparurent. Les tanks restèrent coincés, l'artillerie était inutile et les radios à peine fonctionnaient. Paulus, piégé dans le dogme de l'obéissance, insistait pour obéir à chaque ordre de Berlin. Ses officiers, parmi lesquels Seydlitz, Kurzbach et Heitz, lui demandaient de se regrouper ou de reculer, mais Hitler avait été clair. Stalingrad doit être conquise ou effacée de la carte. Le 19 novembre 1942, le maréchal Zhukov lança l'opération Uranus. Les forces soviétiques, avançant depuis le nord et le sud, rompirent les lignes des divisions roumaines et hongroises qui couvraient les flancs du 6e armée. En quelques jours, 300 000 soldats allemands furent encerclés. L'encerclement était total.
Les généraux Manstein et Hoth proposèrent une retraite immédiate, mais Hitler l'interdit. Il ordonna à Paulus de résister jusqu'au dernier homme et à la dernière balle. La Luftwaffe promit de ravitailler la ville par air, mais les résultats furent catastrophiques. Des 700 tonnes nécessaires par jour, à peine 80 arrivaient. L'hiver tomba sur les décombres. Les températures descendirent à moins 30 degrés, les vivres s'épuisèrent et les blessés mouraient congelés dans les abris. En décembre, Manstein lança l'opération Tempête d'hiver, une tentative désespérée pour briser l'encerclement. Il réussit à avancer de 50 km jusqu'à la ville, mais sans autorisation pour se coordonner avec Paulus. Ce dernier, fidèle à l'ordre de maintenir la position, refusa de tenter une sortie. La Wehrmacht, paralysée entre la loyauté et la logique, s'enfonça avec lui. Le 30 janvier 1943, Hitler éleva Paulus au rang de maréchal, sous-entendant qu'un officier de ce rang ne devait jamais se rendre. Mais le 2 février, Paulus se rendit avec les derniers 91 000 survivants du 6e armée. Aucun des généraux allemands ayant combattu à Stalingrad ne revint vivant en Allemagne pendant la guerre. La nouvelle fut un coup dévastateur. Pour la première fois, la Wehrmacht avait subi une défaite totale. Les généraux comprirent que la guerre était perdue à l'Est, mais Hitler refusa de l'admettre. La confiance entre le Führer et ses commandants se brisa définitivement. Dans les couloirs du quartier général de Rastenburg, certains officiers commencèrent à murmurer tout bas l'impensable, que le devoir envers l'Allemagne pouvait exiger de désobéir à leur chef. À partir de Stalingrad, la loyauté devint un dilemme. De nombreux généraux se débattaient entre le serment personnel fait au Führer et leur responsabilité envers les millions d'hommes mourant sur le front. Le conflit interne, qui jusqu'alors était resté caché, se révélerait peu après, lorsque la guerre tournerait en leur défaveur et que les ordres impossibles se multiplieraient. Les généraux contre Hitler, tension et désobéissance dissimulée. Après la catastrophe de Stalingrad, la façade d'infaillibilité du Führer commença à se fissurer. Les généraux, qui pendant des années avaient obéi sans questionner, commencèrent à comprendre que l'ennemi n'était pas toujours de l'autre côté du front. Dans les bunkers du haut commandement, l'obéissance se mêlait à la peur et la fierté prussienne à la désespoir. Hitler, enfermé dans son quartier général de Rastenburg, prit le contrôle direct de la guerre. Il se méfiait de tous, en particulier des officiers du quartier général, qu'il considérait comme des intellectuels lâches, incapables de comprendre sa vision. Les réunions avec les commandants se transformèrent en monologues. Les cartes n'étaient plus analysées, elles étaient dictées. Les ordres, absurdes ou impossibles, devaient être exécutés sans objection. Le général Franz Halder, qui avait été chef d'état-major depuis 1938, fut destitué pour avoir exprimé des doutes sur la viabilité des opérations. Il fut remplacé par Kurt Zeitzler, un homme plus jeune, loyal et énergique, mais bientôt lui aussi brisé sous la pression du Führer. La guerre était dirigée par la paranoïa. Hitler interdisait les retraites, exigeait des contre-attaques impossibles et punissait tout repli comme une trahison. Le général von Manstein, l'un des rares à conserver le respect du Führer, tenta de défendre la nécessité de flexibilité opérationnelle. Au printemps 1943, en Ukraine, il conçut une brillante manœuvre défensive qui permit de récupérer Kharkov après la retraite de Stalingrad. Ce fut un répit momentané, mais la tension entre les deux hommes devint évidente. Hitler voulait fortifier chaque mètre du territoire occupé. Manstein défendait la mobilité. « Un général doit savoir quand abandonner une position morte », dit-il lors d'une réunion. Le Führer répondit froidement « Un soldat allemand n'abandonne rien, jamais ». Sur le front oriental, les commandants faisèrent face à un dilemme impossible. Exécuter les ordres signifiait sacrifier des armées entières. Y désobéir risquait d'être relevé ou fusillé. Walter Model, pragmatique et féroce, développa une stratégie de résistance flexible sans le reconnaître ouvertement. Il faisait semblant d'obéir, mais réorganisait les lignes selon son propre jugement. Son habileté à transformer la défaite en repli contrôlé fit de lui le « pompier du front oriental », appelé chaque fois que la situation s'effondrait. D'autres, comme Heinz Guderian, furent écartés après des disputes avec le Führer. Guderian, qui avait été l'architecte de la guerre mécanisée, fut humilié publiquement et envoyé en retraite forcée. Il ne reviendrait au service qu'en 1943, lorsque la crise le rendrait indispensable.
La tension atteignit son apogée avec l'opération Citadelle, l'offensive de Koursk en juillet 1943. Hitler voulait reprendre l'initiative avec une attaque frontale contre le plus grand saillant du front soviétique. Les généraux savaient que la surprise avait été perdue, que les soviétiques étaient préparés avec une défense en profondeur. Model, Hoth et Manstein tentèrent de le prévenir, mais ils furent ignorés. La bataille devint un désastre mécanisé. Des milliers de tanks se heurtaient dans des champs minés sous le feu aérien et une artillerie massive. L'échec scella la dernière grande offensive allemande à l'Est. À partir de ce moment, la Wehrmacht ne ferait que reculer. Après Koursk, la désobéissance devint une forme de survie. Certains commandants commencèrent à interpréter les ordres d'Hitler de manière flexible, retardant leur exécution ou les modifiant sur le terrain. En pratique, la discipline prussienne était devenue un simulacre. Le propre Manstein, à la tête du groupe d'armée sud, ordonna des retraites sans autorisation directe, les déguisant en « ajustement tactique ». Lorsqu'Hitler le découvrit, il le révoqua en mars 1944. « Je n'ai pas besoin de généraux qui réfléchissent, mais qui obéissent », lui dit-il en le congédiant. Pendant ce temps, à Berlin et dans les quartiers généraux de l'arrière, un groupe d'officiers commença à concevoir une idée qui, quelques années plus tôt, aurait semblé impensable. Éliminer le Führer. Le général Ludwig Beck, ancien chef d'état-major et critique de l'invasion de la Pologne, devint le référent moral de cette opposition silencieuse. À ses côtés, le général Hans Oster, l'amiral Wilhelm Canaris, chef de la Abwehr, et le colonel Klaus von Stauffenberg formèrent le noyau de ce qui serait connu sous le nom de résistance militaire allemande. Ces conspirations étaient fragiles et dispersées. Certains cherchaient à négocier la paix avec les Alliés, d'autres à sauver l'honneur de l'armée. Mais tous s'accordaient sur un point, Hitler devait être arrêté. La peur de l'échec était aussi grande que la conviction que, s'il survivait, l'Allemagne serait détruite. Dans les bureaux du haut commandement, les rapports de Canaris circulaient sous couvert de clés et de silence. Des officiers loyaux faisaient semblant de ne pas voir l'évident. C'était une guerre dans la guerre, menée entre des hommes qui, jusque-là, croyaient que l'obéissance était la forme la plus haute du patriotisme. Le complot du 20 juillet 1944. L'été 1944 trouva l'Allemagne en retraite sur tous les fronts. Le débarquement allié en Normandie et l'avancée soviétique, après l'opération Bagration, avaient brisé l'illusion d'une victoire finale. Dans les quartiers généraux de l'état-major, de nombreux officiers comprirent que la guerre était perdue. Mais il y avait quelque chose de plus profond que la peur de la défaite. La certitude que Hitler devait mourir pour que l'Allemagne survive. Le cœur de la conspiration battait à Berlin, au quartier général de l'armée de réserve, sous le commandement du général Friedrich Fromm. Mais son exécution dépendait d'un homme prêt à agir, Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, colonel de l'état-major et vétéran d'Afrique, où il avait perdu un œil, une main et plusieurs doigts. Blessé mais indomptable, Stauffenberg avait évolué d'un nationaliste fervent à un opposant moral du régime. Son contact avec Beck, Olbricht, Treschow et Witzleben le convainquit que le devoir envers l'Allemagne exigeait un acte décisif. Le plan, connu sous le nom d'opération Valkyrie, avait été conçu à l'origine pour contenir des soulèvements internes. Les conspirateurs l'adaptèrent pour prendre le contrôle du gouvernement après la mort d'Hitler. Au moment opportun, Valkyrie serait activée dans toute l'Allemagne, assurant le pouvoir militaire entre les mains des conspirateurs avant que les SS ne puissent réagir. C'était une manœuvre brillante, mais elle dépendait d'un facteur imprévisible, une bombe dans une salle de conférence. Le 20 juillet 1944, Stauffenberg se rendit au quartier général de Hitler en Prusse orientale, à la Wolfschanze, portant dans son porte-documents 2 charges explosives. La réunion commença peu après midi. Hitler, entouré de ses généraux, analysait la situation du front oriental. Stauffenberg plaça la bombe sous la table en chêne, près du Führer, et se retira sous prétexte d'un appel. À 12h42, l'explosion secoua la salle. 4 hommes moururent, mais Hitler miraculeusement survécut. La lourde table et la structure du refuge détournèrent l'onde de choc. Ignorant le résultat, Stauffenberg s'échappa vers Berlin, convaincu d'avoir accompli sa mission. Depuis l'aéroport de Rangsdorf, il annonça que le Führer était mort et ordonna l'activation de l'opération Valkyrie.
Dans la capitale, le général Olbricht mobilisa les troupes de la garde de réserve, tandis que Beck se préparait à prendre la tête de l'État. Pendant quelques heures, l'Allemagne vécut une illusion de libération. Mais la nouvelle de la survie d'Hitler se répandit rapidement. Les SS et la Gestapo réagirent immédiatement. Le général Fromm, craignant d'être impliqué, changea de camp et ordonna l'arrestation des conspirateurs. Cette même nuit, dans la cour du ministère de la Guerre, Stauffenberg, Olbricht, Haeften et Merz von Quirnheim furent exécutés sommairement. « Vive la Sainte Allemagne !» cria Stauffenberg avant de s'effondrer. Les représailles furent implacables. Plus de 5000 personnes furent arrêtées, torturées et exécutées. Parmi elles, Ludwig Beck, qui se suicida dans son bureau, et le maréchal Erwin von Witzleben, pendu quelques mois plus tard dans une prison de Berlin. Même le maréchal Rommel, impliqué indirectement, fut contraint de se suicider pour éviter un jugement public. Hitler profita de l'échec de l'attentat pour consolider son contrôle absolu. Dans un discours radiophonique, il déclara que la Providence l'avait protégé et que le destin de l'Allemagne était scellé avec le sien. Le complot du 20 juillet fut la dernière tentative sérieuse du corps des officiers pour sauver l'honneur de l'armée allemande. La tradition prussienne de la discipline avait évolué en une tragédie morale. Les mêmes hommes qui avaient juré d'obéir se virent obligés de trahir pour être fidèles à leur patrie. Mais le prix à payer fut la destruction totale de l'esprit militaire allemand. À partir de ce moment, la Wehrmacht fut complètement subordonnée au fanatisme du Führer. Dans les mois qui suivirent, les généraux survivants obéirent en sachant que la guerre était perdue. À l'est, les troupes soviétiques avançaient vers l'Oder. À l'ouest, les Alliés franchissaient le Rhin. Hitler, de plus en plus isolé, s'entourait d'officiers loyaux par peur et par silence. La rébellion avait échoué, mais son écho moral marquerait l'histoire de l'armée allemande à jamais. L'effondrement du front oriental et la défense désespérée de l'Allemagne, 1944 à 1945. Lorsque l'hiver de 1944 tomba, la carte du Reich était déjà un champ de ruines. À l'est, les armées soviétiques avançaient comme un torrent incontrôlable. À l'ouest, les forces alliées traversèrent la France et la Belgique. Les frontières que Hitler avait promises éternelles s'effondraient en quelques semaines. Au milieu de cet effondrement, les généraux allemands se battaient non pas pour la victoire, mais pour retarder l'inévitable. Le front oriental était un enfer. Après l'échec de l'opération Bagration durant l'été, le groupe d'armées centre avait été anéanti. Plus de 300 000 soldats allemands furent tués ou capturés. Le maréchal Walter Model, célèbre pour sa dureté et pour sa capacité à improviser des défenses impossibles, fut envoyé en urgence pour contenir le désastre. Model, connu sous le nom de pompier de Hitler, assumait le commandement là où tout brûlait. Sa réputation reposait sur un mélange d'efficacité brutale et de loyauté absolue. Là où d'autres voyaient une défaite, il organisait des lignes, des retraites déguisées et des contre-attaques ponctuelles. Mais même son talent ne pouvait changer la réalité. L'armée rouge était déjà une avalanche imparable. Pendant ce temps, en Italie, le maréchal Albert Kesselring résistait avec un génie tactique comparable. À la tête des forces allemandes sur la péninsule, il avait réussi pendant des mois à contenir les Alliés à travers une série de lignes défensives qui s'étendaient à travers les Apennins. Sa maîtrise du terrain, sa capacité à exploiter chaque montagne, chaque pont, chaque ruine, transformèrent la campagne italienne en un calvaire pour les envahisseurs. Cependant, même Kesselring comprenait que la stratégie était devenue une question d'honneur et non de possibilité. En Allemagne, Hitler refusait d'accepter la réalité. Ses cartes étaient couvertes de flèches qui ne représentaient plus des mouvements, mais des fantasmes. Il ordonnait des contre-attaques inexistantes, destituait des maréchaux pour défaitisme et exigeait des sacrifices impossibles. Les généraux Guderian, Model et Kesselring se disputaient avec lui lors de réunions de plus en plus tendues. Guderian, nommé inspecteur général de l'armée, l'avertit en janvier 1945. « Le front est brisé, nous devons négocier. » Hitler l'interrompit en criant « Qu'il s'effondre alors, mais je ne signerai rien. » À mesure que les Soviétiques traversèrent la Pologne et atteignèrent la Prusse orientale, les villes allemandes se transformaient en forteresses. Le 9e armée de bus fut encerclée dans les forêts de l'Oder. Au nord, Dönitz et la Kriegsmarine tentaient d'évacuer les civils depuis les ports baltes, au milieu de la glace et des bombardements.
Le navire Wilhelm Gustloff, coulé par un sous-marin soviétique en janvier 1945, emporta avec lui plus de 9000 réfugiés, le plus grand désastre maritime de l'histoire. Model, fidèle à sa réputation, continua de se battre jusqu'à la fin. Lorsque le front de la Ruhr fut encerclé, en avril 1945, il comprit que tout était perdu. Il refusa de se rendre et se suicida dans une forêt près de Duisbourg. Sa mort symbolisa la fin du général professionnel, celui qui servait l'Allemagne avant toute idéologie. Kesselring, pour sa part, maintint la discipline jusqu'au dernier moment. Après l'effondrement italien et la chute de Rome, il fut transféré sur le front occidental pour tenter d'arrêter l'avancée alliée vers le Rhin. Sa compétence défensive lui valut le respect même de ses ennemis, mais plus rien ne pouvait sauver le Reich. Le moral, les ressources et le commandement étaient épuisés. À l'Est, le maréchal Ferdinand Schörner, dernier commandant désigné par Hitler, imposa une discipline de terreur. Il ordonna l'exécution des déserteurs et des officiers qui tentaient d'évacuer les civils. Pour lui, la guerre était une question de pureté morale. Dans son fanatisme, il représentait la dégradation finale de l'idéal prussien. La loyauté avait dégénéré en cécité. Dans les bunkers de Berlin, les ordres arrivaient trop tard ou étaient déjà impossibles à exécuter. Le propre Hitler, vieilli et malade, apparaissait devant ses généraux avec des tremblements visibles, incapable d'accepter que l'armée qu'il avait idolâtrée était détruite. Les conférences quotidiennes devinrent des rituels de déni. Lorsque Heinrich Himmler tenta de négocier secrètement avec les Alliés, le Führer le déclara traître. À ce moment-là, il ne lui restait plus que quelques maréchaux prêts à l'écouter. En avril 1945, l'armée rouge encercla Berlin. Les restes de la Wehrmacht et les unités des SS s'abritèrent dans les ruines. Hitler ordonna de défendre chaque rue jusqu'au dernier cartouche. Le général Helmut Weidling, commandant de la défense de la capitale, tenta d'organiser une résistance rationnelle, mais savait que cela était inutile. Les divisions étaient composées d'adolescents de la Hitlerjugend et de vétérans sans munitions. Pendant que les canons soviétiques bombardaient le centre de la ville, les derniers généraux fidèles au Führer, Weidling, Krebs et Burgdorf, attendaient des ordres qui n'avaient plus de sens. Le 30 avril, Hitler se suicida dans son bunker. Une semaine plus tard, le 7 mai, le général Alfred Jodl signa la reddition sans condition de l'Allemagne devant les Alliés à Reims. La Wehrmacht, qui pendant une décennie avait symbolisé l'efficacité et la fierté du pouvoir allemand, cessait d'exister. Dans les jours suivants, des milliers d'officiers se rendirent en silence. Certains brûlèrent leurs uniformes, d'autres se rendirent avec dignité militaire, sachant que leur nom serait jugé par l'histoire. La reddition de la Wehrmacht et la fin du haut commandement allemand, mai 1945. L'aube du 7 mai 1945 arriva avec un silence qui ne semblait pas humain. Dans la ville française de Reims, le général Alfred Jodl, chef des opérations du haut commandement allemand, signa la reddition sans condition de la Wehrmacht devant les représentants alliés. À la table se trouvait le général américain Walter Bedell Smith, le soviétique Susloparov et le français François Sévès. Jodl, épuisé, murmura à peine « L'armée allemande a été détruite ». Par cette signature, qui entrerait en vigueur le lendemain, disparaissait l'institution qui, pendant plus d'un siècle, avait incarné l'identité militaire de l'Allemagne. Quelques heures plus tard, à Berlin, le maréchal Wilhelm Keitel, dernier chef du haut commandement, répéta l'acte devant le général Zhukov. Son visage impassible reflétait la défaite absolue. La scène, filmée par les soviétiques, montrait un homme qui avait servi le pouvoir avec discipline prussienne jusqu'au dernier jour, mais qui ne savait plus pour qui il se battait. La Wehrmacht cessa d'exister officiellement le 8 mai 1945. Sur les fronts, des milliers de soldats jetèrent leurs armes, tandis que d'autres, incrédules, attendaient des ordres qui ne viendraient jamais. Les dernières unités à se rendre le firent quelques jours plus tard. En Norvège, le général Böhm capitula le 9 mai. En Tchécoslovaquie, Schörner s'enfuit, abandonnant ses hommes. Dans le nord de l'Allemagne, l'amiral Karl Dönitz, désigné par Hitler comme son successeur, tenta de négocier une reddition partielle avec les Occidentaux pour sauver les civils des Soviétiques. Mais son gouvernement de Flensburg dura à peine 3 semaines avant d'être dissous par les Alliés. Dans les champs et sur les routes d'Europe, l'image des généraux allemands se rendant devint le symbole d'un monde qui se terminait.
Des hommes qui avaient dirigé des armées de millions marchaient désormais parmi des colonnes de prisonniers, sans insigne, sans autorité, sans patrie. Les soldats soviétiques les regardaient avec un mélange de haine et d'étonnement. Les dieux de la Blitzkrieg, réduits à de simples captifs. Le haut commandement allemand, une structure hiérarchique et méticuleuse qui avait fonctionné pendant des années comme le cerveau de la Wehrmacht, fut dissous sur ordre direct du quartier général allié. Dans les ruines du bâtiment de Zossen, où des invasions et des offensives avaient autrefois été planifiées, les officiers furent arrêtés un par un. Parmi eux se trouvaient Keitel, Jodl, Kesselring, Manstein, Guderian et Dönitz. Certains tentèrent de justifier leurs actes par l'obéissance due. D'autres gardèrent le silence, conscients que l'histoire les jugerait durement. La reddition n'apporta pas une paix immédiate. Des millions de prisonniers allemands furent envoyés dans des camps en France, en Pologne et en Union soviétique. Le traitement variait selon le vainqueur. Dans les goulags soviétiques, de nombreux officiers moururent de faim ou de maladie avant 1950. Paulus, capturé à Stalingrad, survécut en captivité et revint des années plus tard, devenu le symbole du repentir militaire. Pour lui, la défaite avait été morale avant d'être militaire. « Nous avons obéi quand nous aurions dû penser », déclara-t-il en 1946. En Allemagne, les restes de l'armée se sont dissous dans le chaos. Les familles cherchaient leurs disparus, les villages brûlaient sous l'occupation, et les anciens soldats, vêtus en civil, marchaient sans but. Le mot Wehrmacht, qui signifie « force défensive », est devenu une ironie. Ce qui avait été une fierté nationale s'est retrouvé associé à la destruction totale. Certains généraux ont tenté de préserver leur dignité. Kesselring, capturé par les Alliés en Italie, a assumé sa responsabilité sans justifier le régime. D'autres, comme Model ou Rommel, n'étaient déjà plus vivants pour faire face au jugement. Mais le mythe de l'honneur militaire allemand était en ruine. L'obéissance, qui avait été sa plus grande vertu, était devenue sa condamnation. Le 9 mai, tandis que les cloches de Moscou célébraient le jour de la victoire, en Allemagne, le son était différent. Un silence lourd, interrompu seulement par le bruit des pas des prisonniers et l'écho des avions alliés sur un pays détruit. La guerre était terminée, mais le jugement ne faisait que commencer. Les procès, les interrogatoires et les condamnations des généraux du Reich. La fin de la guerre n'apporta pas le silence. Elle apporta des voix, celles des juges, des interprètes, des témoins et des hommes qui, pendant des années, avaient donné des ordres à des millions. Dans les couloirs du palais de justice de Nuremberg, l'écho des pas remplaça le bruit des canons. Là, sous les lumières froides d'un tribunal international, commença la dissection morale de l'armée allemande. Depuis novembre 1945, les principaux commandants du Troisième Reich furent transférés à la prison attenante au tribunal, une forteresse grise entourée de barbelés. Les généraux, maréchaux et chefs d'état-major qui, pendant la guerre, étaient apparus lors de défilés et sur des cartes militaires, se retrouvaient maintenant derrière les barreaux avec des numéros cousus sur leurs uniformes. Certains maintenaient une posture martiale, d'autres ne pouvaient plus soutenir le regard. Parmi eux se trouvaient Wilhelm Keitel, Alfred Jodl, Erich Raeder, Karl Dönitz, Albert Kesselring, Erich von Manstein, Walter von Brauchitsch, Friedrich Paulus, Walter Warlimont et des dizaines d'autres officiers de haut rang. Tous partageaient un destin, être interrogés sur les ordres qu'ils avaient signés, les fronts qu'ils avaient commandés et les atrocités qu'ils avaient ignorées. Les sessions d'interrogatoire commencèrent plusieurs semaines avant le procès principal. Les Alliés avaient organisé des équipes de traducteurs, de psychologues et d'avocats militaires. Chaque général était confronté à des documents, des télégrammes, des cartes et des témoignages prouvant sa participation à des opérations criminelles. Déportation, exécution d'otages, destruction de populations civiles, utilisation de prisonniers pour le travail forcé. Le mot « obéissance » résonnait comme un bouclier constant. Mais pour la première fois dans l'histoire, le monde ne l'accepterait pas comme défense. Wilhelm Keitel, maréchal de terrain et chef du haut commandement de la Wehrmacht, fut l'un des premiers à être interrogé. Les documents le montraient, signant le ordre des commissaires, une directive ordonnant l'exécution immédiate des commissaires politiques soviétiques capturés, et le décret de la nuit et du brouillard, qui autorisait la disparition systématique des civils suspects de résistance.
Lorsqu'on lui demanda s'il comprenait les conséquences de ses ordres, il répondit « Je savais ce que cela signifiait, mais le Führer l'a ordonné. J'étais un soldat. » Pendant des heures, les procureurs alliés insistèrent sur le fait que son devoir moral devait primer sur son serment personnel à Hitler. Keitel, avec un geste rigide, répondit « L'honneur d'un soldat est de tenir sa parole, même lorsque le monde s'effondre. » Alfred Jodl, chef des opérations du Haut Commandement, adopta une attitude similaire. Il admit avoir transmis des ordres de représailles contre des populations civiles dans les Balkans et en Russie, mais argumenta qu'il ne les avait pas rédigés. « Je ne suis pas politique, je suis militaire », répéta-t-il sans cesse. Lorsqu'on lui demanda s'il croyait que les bombardements massifs et les fusillades étaient contraires aux droits de la guerre, il répondit « Le droit change avec la victoire. Nous avons perdu. » Erich Raeder, grand amiral de la Kriegsmarine, fut confronté à l'utilisation de sous-marins pour des attaques indiscriminées contre des navires civils. Il soutenait que les règles maritimes avaient été violées en premier par les Britanniques. Lorsque les procureurs l'interrogèrent sur l'utilisation de mines sous-marines et l'attaque de convois avec des réfugiés, il répondit « La guerre totale n'a pas de zones innocentes. » Le procès principal commença le 20 novembre 1945. Les caméras de télévision enregistraient chaque instant. La presse mondiale observait comment les hommes qui avaient dominé l'Europe faisaient maintenant face aux tribunaux. Dans la première rangée, assis derrière leurs avocats, les généraux écoutaient la lecture des charges dans un silence tendu. Les traducteurs murmuraient simultanément dans leurs écouteurs en anglais, russe, français et allemand. Les charges principales étaient 4. Crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et complot pour les commettre. Les preuves étaient accablantes. Projections de films, photographies, ordres signés, témoignages de victimes. Contrairement au procès traditionnel, Nuremberg ne cherchait pas seulement à punir, il cherchait à documenter. Chaque général était confronté non seulement à son action, mais aussi à la structure complète qui avait permis la barbarie. Keitel et Jodl furent considérés comme les principaux responsables militaires. Le tribunal les déclara coupables sur toutes les charges. Les deux furent condamnés à mort par pendaison le 1er octobre 1946. L'exécution eut lieu peu après minuit le 16 octobre. Le chapelain américain Henry Guerek les accompagna jusqu'à l'échafaud. Keitel fut le premier. Il se tint droit devant la corde, salua militairement et dit « Tout pour l'Allemagne ». Il mourut quelques minutes plus tard. Jodl le suivit avec la même sérénité. Leurs corps, ainsi que ceux des autres condamnés, furent incinérés et leurs cendres jetées dans le fleuve Isar. Karl Dönitz, commandant de la flotte sous-marine et successeur de Hitler, fut condamné à 10 ans de prison pour sa participation à la guerre navale et à la continuité du régime après la mort du Führer. Erich Raeder, son prédécesseur à la tête de la marine, reçut une peine de prison à vie, mais fut libéré en 1955 pour raison de santé. Le maréchal Hermann Göring, l'accusé de plus haut rang, se suicida quelques heures avant son exécution avec une capsule de cyanure. Après Nuremberg, commencèrent les soi-disant procès des généraux, menés par des tribunaux américains dans la ville de Landsberg am Lech. Là, plus de 170 officiers de la Wehrmacht et de la Luftwaffe furent jugés. Parmi eux figuraient Kesselring, Manstein, List, von Lieb, von Küchler, von Weichs, Warlimont et d'autres responsables d'opérations en Europe de l'Est, dans les Balkans et en Italie. Le procès contre Albert Kesselring, commandant en chef en Italie, fut l'un des plus controversés. Les procureurs britanniques l'accusèrent d'avoir approuvé le massacre des Fosses Ardéatines, où 335 civils italiens furent exécutés en représailles à une attaque partisane à Rome. Pendant son interrogatoire, Kesselring se montra froid, presque courtois. C'était un ordre de représailles proportionnel selon les lois de la guerre, argumenta-t-il. Le procureur, sceptique, tenta de provoquer le militaire, suggérant que des crimes de guerre avaient été commis sous le nom de la tactique, et lui demanda « Proportionnel? Des civils pour des soldats ?» Kesselring ne broncha pas, convaincu de sa position, il répondit froidement et catégoriquement « C'était cruel, mais la guerre est cruelle. » Condamné à mort en 1947, sa sentence fut commuée en peine de réclusion à perpétuité.
Après de fortes pressions politiques et des protestations d'officiers britanniques qui avaient respecté son professionnalisme, il fut libéré en 1952. Erich von Manstein, architecte de la victoire en France et commandant à l'Est, fut jugé à Hambourg en 1949. Les Soviétiques exigeaient la peine de mort, mais le tribunal britannique accepta un procès limité. Il fut accusé d'exécution massive de civils en Ukraine et de coopération avec les Einsatzgruppen, les unités mobiles d'extermination. Pendant sa défense, Manstein tenta de se distancer du régime. « Je n'avais aucune relation avec la politique. J'avais seulement des devoirs et des responsabilités militaires. » Le procureur, Sir Arthur Commins Carr, répliqua « N'est-ce pas politique de détruire des villes et d'ordonner des fusillades sans jugement ?» Manstein ne répondit pas contre lui, cependant il l'observa avec le sérieux d'un militaire qui a vu la guerre et qui fut également reconnu par ses plus grands adversaires parmi les Alliés. Manstein fut condamné à 18 ans de prison, dont il purgea 4. Sa libération en 1953 coïncida avec la politique de réconciliation menée par la nouvelle Allemagne occidentale. Des années plus tard, il publia ses mémoires, Victory's Lost, dans lesquels il se présentait comme un stratège professionnel étranger au nazisme. D'autres procès révélèrent la dimension de l'effondrement moral de l'officiat allemand. L'affaire de Lothar Randulic, commandant en Norvège et en Croatie, comprenait des accusations d'incendier des villages entiers lors de sa retraite. Il fut condamné à 20 ans et libéré en 1951. Le général von Leeb, qui avait dirigé le groupe d'armées Nord lors de l'invasion de l'URSS, fut jugé coupable du siège de Leningrad, bien que sa condamnation fut légère, 3 ans. Wilhelm List et von Weichs, responsables de crimes en Yougoslavie et en Grèce, furent condamnés à la réclusion à perpétuité, mais tous deux furent libérés pour raisons médicales au début des années 50. Le schéma était clair. Les peines les plus sévères étaient atténuées avec le temps. Le début de la guerre froide transforma la Nouvelle-Allemagne en allié nécessaire de l'Occident. Washington et Londres exercèrent des pressions pour libérer les anciens officiers, craignant que leur maintien en détention n'alimente le ressentiment. Bien que dans l'Occident on ait tenté de mener un processus assez civilisé, à l'Est, l'histoire fut différente. Les généraux capturés par l'armée rouge furent soumis à des années de prison et de rééducation. Friedrich Paulus, Walter von Seydlitz-Kurzbach et Arthur Schmidt, survivants de Stalingrad, devinrent des figures clés de la propagande soviétique. Paulus, qui avait été promu maréchal par Hitler quelques heures avant sa capitulation, fut interrogé pendant des semaines à Moscou. Au début, il refusa de coopérer. Puis, après avoir pris connaissance des crimes du régime, il accepta de témoigner à Nuremberg contre ses anciens camarades. Sa déclaration fut dévastatrice. Hitler n'a pas seulement détruit l'armée, il a détruit l'âme de l'Allemagne. Seydlitz alla plus loin. Il fonda le Comité national pour une Allemagne libre, composé de prisonniers appelant à la capitulation. Les deux furent considérés comme des traîtres par l'Allemagne occidentale, bien que leur témoignage aida à documenter l'effondrement interne de la Wehrmacht. Tous ne survécurent pas. Le général Hans von Salmuth mourut dans un camp soviétique en 1945. Von Küchler mourut en prison en 1960. Le sort de chacun dépendait moins de ses actes que de la valeur symbolique que l'Union soviétique leur attribuait. Pendant ce temps, en Allemagne occupée, les procès généraient un mélange de honte, d'indignation et de négation. Pour de nombreux civils, les généraux étaient les derniers symboles de l'honneur national. L'image de Keitel avec le cou raide, de Manstein avec son port aristocratique ou de Kesselring avec son uniforme impeccable, offrait une apparence de dignité qui contrastait avec l'horreur révélée par les Alliés. La presse contrôlée par les puissances occidentales présentait les procès comme une leçon de justice. Cependant, dans les foyers allemands, le silence prédominait. On parlait des « nôtres » qui avaient été jugés, non des crimes qu'ils avaient permis. À partir des années 50, avec la création de la République fédérale allemande, une narration révisionniste émergea, celle de la Sauber-Wehrmacht, l'armée propre. Selon cette version, les généraux n'avaient mené qu'une guerre honorable, tandis que les atrocités étaient l'œuvre exclusive des SS et de la Gestapo. Des livres, des mémoires et des films alimentèrent ce mythe. Les témoignages de Kesselring, Manstein, Guderian et Dönitz renforcèrent l'idée d'une armée professionnelle, qui avait été manipulée par le régime.
Cette vision persista pendant des décennies, jusqu'à ce que les historiens postérieurs, notamment ceux ayant mené leurs recherches à partir des années 70, prouvent le contraire. Les archives déclassifiées, les ordres signés et les témoignages de témoins révélèrent que la Wehrmacht avait collaboré activement à des déportations, des exécutions et des occupations brutales. La frontière entre obéissance et complicité était inexistante. En 1958, presque tous les généraux condamnés avaient été libérés. Certains moururent dans l'anonymat, d'autres devinrent consultants militaires pour la nouvelle Bundeswehr. Dönitz, après avoir purgé sa peine, écrivit des mémoires justifiant la discipline du soldat allemand. Kesselring défendit la nécessité d'un réarmement moral. Manstein fut invité à conseiller la réorganisation de l'armée occidentale. Pendant ce temps, dans le bloc soviétique, Paulus mourut à Dresde en 1957, dans un petit appartement, entouré de silence. En 1960, le dernier des grands procès fut clos. Les dossiers furent archivés. Les généraux étaient passés de criminels de guerre à des figures d'étude. Leurs portraits furent à nouveau accrochés dans les académies militaires, cette fois comme exemples tactiques et non moraux. Dans les coffres du tribunal de Nuremberg restaient les documents, les signatures et les enregistrements des voix qui avaient autrefois ordonné des invasions, des sièges et des fusillades. Les mêmes voix qui, lors des interrogatoires, parlaient de discipline, d'honneur et de devoir, sans comprendre que le monde avait changé à jamais. La guerre avait pris fin depuis des années, mais dans ces tribunaux résonnait encore l'écho d'une armée qui, en jurant obéissance à un seul homme, avait scellé son sort.